Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant. Imaginez qu'on vous dise que la grande distinction entre votre esprit, là, vous pensez, et la matière, la table juste en face de vous, eh bien que tout ça, c'est une illusion. Qu'en réalité, tout est fait de la même substance. C'est le pari un peu fou que s'est lancé le philosophe Bertrand Russell dans son livre The Analysis of Mind. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits de ce texte pour comprendre cette tentative. La question est simple. Comment Russell a-t-il essayé de faire sauter ce vieux mur entre l'esprit et la matière? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous? Et ce qui rend cette exploration encore plus fascinante, c'est le contexte. Ce n'est pas un livre qui est né dans le calme, dans le confort d'un bureau. Pas du tout. Russell l'a écrit en 1921 et il sortait d'une période de chaos total. Il sortait de prison, où il était pour son opposition à la Première Guerre mondiale. Il venait de voyager dans une Russie bolchevique qui l'a horrifié, puis en Chine. Bref, le monde autour de lui était en crise. Et son monde intérieur aussi, si j'ai bien compris. Son travail philosophique juste avant venait d'être complètement démoli par son élève Wittgenstein. Et il parle lui-même d'un sentiment de désespoir total. Donc ce livre, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est une tentative de tout reconstruire, de repartir de zéro pour comprendre ce que ça veut dire penser. Exactement. C'est une philosophie qui naît des décombres personnels et mondiaux. Il cherche une nouvelle grille de lecture du monde. Une qui puisse réconcilier la science, la nouvelle physique d'Einstein, la psychologie behavioriste avec la philosophie. Alors, entrons dans cette reconstruction. L'idée de base, si j'ai bien suivi, c'est de dire arrêtons de parler d'esprit d'un côté et de matière de l'autre. Le monde serait fait d'une seule substance neutre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une substance neutre? C'est le concept central, qu'il emprunte au philosophe américain William James, le monisme neutre. L'idée, c'est que la brique élémentaire de l'univers n'est en soi ni une pensée, ni un objet physique. C'est quelque chose de plus primitif. Pour Russell, ces briques, ce sont les sensations. Les sensations? Oui. Prenez une sensation simple, comme voir une tache de couleur rouge. Normalement, on se dit « Oh, elle est dans ma tête ». Lui dit non. Cette sensation n'est pas à l'origine dans votre esprit. C'est une entité neutre qui existe, voilà. D'accord, mais là j'avoue que je suis un peu perdu. Si cette sensation de rouge n'est ni dans ma pète, ni dans l'objet, elle est où? Et comment est-ce qu'on passe de cette brique de base à un objet physique, comme un panneau stop, ou à une pensée, du genre je vois du rouge? Ça semble un peu glissant comme concept. C'est là que toute l'ingéniosité de sa théorie se révèle. Pour Russell, tout est une question d'arrangement, de groupement. Imaginez que vous êtes à un concert. La matière première de l'univers à cet instant, c'est toutes les sensations disponibles. Les flashs des lumières, le son de la guitare, la chaleur, La vibration du sol, tout ça. les sons qu'elle émet, peu importe qui les perçoit. Elle crée un groupe de données qu'on appelle la guitare. D'accord, ça c'est pour l'objet physique. Logique. Maintenant, la psychologie, elle, va faire un tout autre type de groupement. Pour décrire votre expérience, votre esprit à ce moment précis, elle va regrouper toutes les sensations qui arrivent au même endroit, c'est-à-dire là où se trouve votre corps, les lumières que vous voyez, le son que vous entendez, la chaleur que vous ressentez. Cet ensemble de sensations, c'est ce que Russell appelle un esprit. Ou une biographie. Ah. L'analogie du concert rend ça beaucoup plus clair. La physique et la psychologie ne sont donc que deux manières différentes de trier, de classer la même matière première. Donc la sensation, son de guitare, fait à la fois partie de l'objet guitare pour le physicien et de mon esprit à cet instant T pour le psychologue. C'est la même donnée, mais classée différemment. Précisément. Et si on tire le fil de cette idée, ça a des conséquences énormes sur ce qu'on appelle la conscience. Si l'esprit n'est qu'un agencement de sensations, alors la conscience n'est plus cette chose mystérieuse. Ce projecteur intérieur qui illuminerait nos pensées. Exactement. Elle n'est plus une entité en soi. Et c'est là qu'il s'attaque à une idée philosophique très puissante à l'époque, celle de Brentano. Brentano disait que ce qui définit une pensée, c'est son intentionnalité. L'intentionnalité. En gros, l'idée qu'une pensée est toujours dirigée vers quelque chose. On ne fait pas que penser, on pense à un livre, on ne fait pas que désirer, on désire une pomme. Pour Brentano, c'est ça, la marque du mental. Russell, lui, trouve que cette vision met trop l'accent sur un moi qui dirigerait la pensée. Pour lui, dire « je pense » est trompeur. Il serait plus juste de dire « il y a une pensée », un peu comme on dit « il pleut ».
La pluie tombe, une pensée arrive. Le je n'est pas la source. Donc, si je comprends bien, le je n'est plus le capitaine du navire qui décide de penser à telle ou telle chose. Il serait plutôt quoi alors? Le nom qu'on donne au journal de bord? C'est une excellente image. Pour Russell, le je ou le moi n'est pas une chose, une entité qui pense. C'est une construction, un peu comme une nation. Une nation n'est pas un objet physique qu'on peut toucher. C'est un ensemble incroyablement complexe de relations. Entre des gens, une histoire, des lois. Voilà. De la même manière, le je, ce n'est pas une âme ou un ego. C'est le nom qu'on donne à un ensemble particulier de pensées, de souvenirs, d'habitudes et de sensations, qui sont connectés à un corps spécifique. C'est une collection, pas un collectionneur. C'est une idée assez vertigineuse. Appliquons-la à quelque chose de très concret, de très humain, le désir. Si le je n'est pas aux commandes, comment expliquer le fait de vouloir quelque chose? On a l'impression que c'est l'acte mental par excellence. J'ai l'image d'un café, et cette image me pousse à me lever. Russell renverse complètement ça. Oui, il s'inspire beaucoup du behaviorisme, une école de psychologie très en vogue à l'époque. Il propose que le désir n'est pas, à la base, une pensée consciente tournée vers un but. C'est un cycle de comportement. L'exemple classique, c'est l'animal affamé. Il ne se dit pas « Tiens, j'ai l'image d'une proie en tête, je vais donc chasser ». Non. Il ressent une agitation interne. Cette agitation le pousse à une série d'actions. Il bouge, il renifle, il cherche. Ce cycle d'activité ne s'arrête que lorsque l'état de satiété est atteint, une fois qu'il a mangé. La nourriture est le but du cycle, mais il n'y a aucun besoin de la représenter mentalement pour que le cycle se déclenche. Le désir, à son niveau le plus fondamental, c'est cette tension qui mène à l'action jusqu'à ce que la tension soit résolue. Alors, attendez. Quand je me lève et que je tourne en rond dans la cuisine, en ouvrant le frigo sans savoir pourquoi, pour Russell, ça, c'est le désir à l'état pur. Et l'histoire que je me raconte après coup, « Ah, en fait, j'ai envie d'un carré de chocolat », ce n'est qu'une étiquette, une rationalisation que je colle sur ce comportement. C'est exactement ça. Le désir inconscient, pour lui, ce n'est pas un secret freudien complexe et refoulé. C'est juste la forme la plus primitive du désir, une tendance à agir jusqu'à atteindre un état de quiétude. Le désir ne devient conscient que lorsqu'on y attache une croyance. Je crois que c'est le chocolat qui mettra fin à mon agitation. Et Russell insiste sur le fait que cette croyance est très souvent fausse. On se trompe constamment sur ce qui nous apportera satisfaction. D'accord. Donc, le désir est un cycle d'action qui se déroule dans le présent. Mais alors, ça pose une question encore plus grande pour la mémoire, qui, par définition, semble connectée au passé. Si l'esprit n'est pas une boîte pour stocker des souvenirs, comment Russell explique-t-il le fait qu'on puisse se souvenir de ses vacances de l'été dernier? Il résout ce paradoxe d'une manière très élégante. Pour lui, l'acte de se souvenir est un événement qui se produit entièrement maintenant, dans le présent. Il se compose de deux éléments qui existent en ce moment même. Le premier, c'est une image. Vous avez une image mentale d'une plage, par exemple. Le deuxième, et c'est le plus important, c'est un sentiment de croyance très particulier, une sorte de saveur de familiarité ou de passité qui accompagne cette image. C'est ce sentiment présent qui donne à l'image présente sa référence au passé. Donc le sentiment de passé est dans le ressenti, pas dans l'image elle-même. Exactement. Et c'est là qu'il nous sort une idée complètement folle, une expérience de pensée qui donne le vertige. Absolument. Il dit, et je le cite de mémoire, « Il n'y a aucune impossibilité logique dans l'hypothèse que le monde a vu le jour il y a 5 minutes. » Attendez une seconde. Ça veut dire que tous mes souvenirs, mon enfance, mes études, ma famille, même cette conversation qu'on vient d'avoir il y a 2 minutes, tout ça pourrait être une pure fabrication. Un ensemble d'images avec un faux sentiment de passé implanté dans mon cerveau il y a 5 minutes. Et je n'aurais absolument aucun moyen de prouver le contraire. Logiquement, aucun. Cette hypothèse, dit-il, est inattaquable. Bien sûr, il n'y croit pas. Mais son but est de montrer le fossé immense qu'il y a entre le contenu de notre croyance, l'image de la plage, qui est présente, et son objectif, l'événement réel de l'été dernier, qui est passé et inaccessible. Cela illustre parfaitement que notre rapport au monde n'est pas direct, et ça l'amène à une théorie de la connaissance très moderne, qu'on appelle aujourd'hui externaliste. Qu'est-ce que ça signifie, externaliste? Ça veut dire que, pour Russell, la connaissance n'est pas une question de certitude intérieure, pas ce sentiment de « je suis sûr que ».
La connaissance, c'est le fait d'avoir des croyances qui sont connectées de manière fiable au monde extérieur. L'analogie parfaite, c'est celle du thermomètre. Un bon thermomètre connaît la température non pas parce qu'il a un sentiment de certitude, mais parce que son affichage est fiablement lié à la température réelle. Pour Russell, une croyance devient une connaissance si elle est produite par un mécanisme fiable. La fiabilité de la connexion avec le monde est plus importante que notre état mental subjectif. Alors, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, Russell part de cette idée de substance neutre pour tout déconstruire. L'esprit et la matière, juste deux arrangements différents de la même chose. Le jeu n'est plus un pilote, mais une collection d'événements. Le désir, ce n'est plus une intention, mais un cycle d'action. Et la mémoire, une croyance qu'on ressent dans le présent à propos d'une image présente. C'est une démolition en règle de notre vision habituelle de nous-mêmes, quoi. C'est une démolition pour une reconstruction. Et ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point il était en avance sur son temps. Il écrit ça en 1921. 50 ans plus tard, ses idées vont devenir absolument centrales dans la philosophie analytique. Il avait compris avant tout le monde que pour avoir une philosophie du langage qui tienne la route, il fallait d'abord une philosophie de l'esprit solide. Les positions qu'il esquisse ici, comme sa théorie externaliste de la connaissance, sont devenues des sujets de débat majeurs à la fin du XXe siècle. Ce livre, né du doute et de la crise, a vraiment semé les graines d'une grande partie de la philosophie qui a suivi. Il y a une dernière idée dans les sources qui m'a particulièrement interpellé. Russell affirme que, puisque nos désirs sont des cycles de comportement, on découvre nos propres motivations de la même manière qu'on découvre celles des autres, en observant nos actions et en déduisant la cause. On ne se connaîtrait pas mieux de l'intérieur qu'un observateur extérieur. C'est sans doute l'une des conséquences les plus troublantes de sa théorie. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer. Si Russell a raison, la prochaine fois que quelqu'un nous demande « Que veux-tu vraiment ?», la meilleure réponse ne viendrait peut-être pas en fermant les yeux pour chercher au fond de soi. La réponse la plus juste se trouverait peut-être en observant, tout simplement, ce que l'on fait quand on ne réfléchit pas. Nos actions trahiraient nos désirs bien plus honnêtement que nos pensées.